Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de Paroles de Prépa. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Julia qui a intégré HEC Paris en 2006 avec sa sœur jumelle après 2 années de classe préparatoire à Toulouse et après avoir quitté la Lettonie à 17 ans. Donc voilà, avec Julia, je vais revenir sur son parcours forcément un peu atypique et aussi sur ses années HEC également, sa carrière très riche, vous allez le voir. Donc voilà, je vous laisse découvrir ma conversation avec Julia. Salut Julia. Bonjour. Bah écoute, très heureux de te recevoir sur ce podcast pour beaucoup de raisons, mais en particulier peut-être celle au-dessus de tous, c'est que tu as un parcours quand même assez hors du commun. C'est-à-dire que bon, avoir HEC c'est déjà plutôt bien. Avoir HEC quand tu viens d'une prépa qui n'est pas une top prépa, c'est déjà un petit peu original. Mais avoir HEC avec ta sœur quand tu es arrivé en France à 17 ans, quand tu es lettonne et que vous avez intégré forcément la même année HEC, c'est un peu de l'ordre de l'exceptionnel. Et je trouve ça hyper intéressant justement de t'interroger sur ton parcours qui, j'en doute pas, est très riche. Et je le sais déjà un peu puisqu'on a eu l'occasion de parler avant le podcast. Avant toute chose, je vais te laisser te présenter peut-être. Oui, donc je m'appelle Julia, je viens de Lettonie. Je suis arrivée en France à 17 ans et aujourd'hui j'ai 35 ans. Et j'ai fait HEC, donc j'ai fait de la prépa à Toulouse, à Fermat, et après j'ai fait HEC jusqu'en 2010. Et là, depuis 2010, je travaille. Ok, et qu'est-ce que tu fais actuellement ? Alors actuellement, je suis dans une start-up depuis 1 an. On fait de l'investissement dans le secteur du software et à la fois dans les sociétés cotées et privées. Ok, bon de toute façon on va revenir sur tous ces aspects-là, mais de manière chronologique, je pense que ce sera le plus simple. Peut-être avant de parler évidemment de la prépa, c'est le cœur du sujet, revenir un petit peu en amont, parce que je pense que déjà en France, il n'y a pas grand monde qui connaît grand-chose sur la Lettonie. Je pense qu'on s'est placé à peu près sur une carte, mais guère plus. Est-ce que tu peux nous parler simplement de ta vie d'enfant, d'adolescent, quand tu étais là-bas ? Oui, je suis née à Riga, donc la capitale de la Lettonie. C'est ça. J'y étais pendant mes 17 premières années jusqu'à l'arrivée en France, et j'étais dans une famille, on était 3, donc j'ai une sœur jumelle qui s'appelle Svetlana et une grande sœur qui s'appelle Olga. J'ai une enfance très heureuse. En Lettonie, j'étais dans une école russe. En fait, en Lettonie, il y a des Russes et des Lettons. Donc moi, je fais partie de la communauté russe de Lettonie. Donc j'ai fait toutes mes études en russe dans une école russe en Lettonie, à Riga. Voilà. Ok. Et enfin, question un peu bête, mais tout simplement, pourquoi tu as quitté la Lettonie ? Alors, donc la Lettonie, en fait, c'est un petit pays. Il n'y a pas énormément d'universités, il y en a quelques-unes quand même. Et en fait, mes parents nous ont toujours orientés vers l'étranger, l'Europe de l'Ouest, si possible. Et donc, du coup, je pensais aller soit en Angleterre, soit en Allemagne, parce que c'était ma LV1 et LV2. Et puis finalement, la France, parce que ma grande sœur, qui avait 3 ans de plus, et elle, sa LV2, c'était le français. Donc, elle a décidé de partir en France. Et après, elle nous a dit, à moi et ma sœur jumelle Svetlana, elle nous a dit, les filles, venez en France, c'est dommage d'être séparées comme ça. Et donc, du coup, on a commencé à apprendre le français de façon un peu urgente à 14 ans. Donc, okay. Donc, voilà. Ah oui, donc tu as anticipé en fait 3 ans avant, 2-3 ans avant ton départ en France. Bon, ok, faut apprendre le français, quoi. C'est ça. Mais enfin, que je me rende compte, est-ce que c'est vraiment commun pour les Lettons de partir à l'étranger, ou est-ce que tes parents avaient une certaine prédisposition aussi à l'international ? Oui, alors mes parents, ils n'avaient pas forcément de prédisposition parce qu'ils ont toujours vécu en Lettonie. Enfin, mon père, il est né en Russie et il est venu en Lettonie à 18 ans faire ses études, mais ils sont médecins tous les deux, donc en fait, pas vraiment de prédisposition, mais je pense que je suis allée en France, comme il y a beaucoup de personnes de mon lycée et de mon collège, c'était en fait un collège anglophone, et donc il y avait beaucoup de matières en anglais, donc en fait il y avait beaucoup de personnes de notre lycée qui allaient à l'étranger, mais pas tous, c'était quand même plutôt rare. Voilà. Ok, et donc en fait à 14 ans, en fait, ça veut dire que tu te destines à partir à l'étranger. Comment tu vivais ça ? Enfin, j'imagine que du haut de tes 14 ans, c'est un peu difficile d'être arraché de sa famille. C'était un peu difficile. Après, je réalisais pas vraiment, parce qu'à 14 ans, on a du mal à réaliser. Surtout, c'était adolescence. J'avais des petits copains, j'avais des soirées. Enfin, j'imaginais pas vraiment partir, mais j'étais quand même assez motivée parce que mes parents nous ont vraiment beaucoup poussés. Donc, du coup, on s'est
mise avec ma sœur jumelle à apprendre de façon vraiment hyper rigoureuse le français. On avait 3 cours par semaine, 3 cours privés de 2 heures par semaine. Donc je savais que j'allais partir, mais ça paraissait loin. Ouais, c'est ça. C'était concret en même temps, assez lointain pour toi. Et est-ce que donc vous étiez vraiment très motivé quand même si tu fais des cours par ailleurs. Est-ce que c'était vraiment dans une optique de réussir sa carrière, avoir des écoles très prestigieuses, ou est-ce que c'était plus le côté ouverture culturelle Non, c'était vraiment dans un objectif de réussir et de rester dans le pays. En fait, on a toujours été orienté vers ça. Enfin, on avait envie de réussir. Après, on ne connaissait pas du tout la prépa, on connaissait la Sorbonne en fait. Oui, j'imagine. Ouais. On connaissait un peu Dauphine, un petit peu, mais c'est surtout Sorbonne. Mais on avait vraiment envie de réussir, de rester. C'était pas du tout dans une optique de découverte culturelle. C'était vraiment pour rester. Pour l'ambition. Ouais. Et est-ce que vous étiez toutes les deux, donc ta sœur et toi, vraiment fortes en cours objectivement? On était assez fortes en cours, et toutes les deux, on a toujours été pareil. En fait, c'est ce qui est bizarre pour les jumelles, mais on a toujours été fortes dans les mêmes matières, donc en maths, dans physique, en chimie. On avait toujours les mêmes cours où on était fortes. Et oui, on était assez fortes dans notre lycée, qui était déjà un lycée. C'était un lycée. Un bon lycée letton. Un bon lycée russe en Lettonie, ouais. Ok, d'accord. Simplement, c'est intéressant ce que tu disais. Donc, tu disais que tu connaissais la Sorbonne, un petit peu Dauphine, donc les facs, et les grandes écoles. Est-ce que Polytechnique, HEC, ça résonnait un peu pas du tout, pas du tout. Je connaissais pas du tout. En fait, j'ai connu quand ma grande sœur est venue en France. Elle est venue dans une famille d'accueil, donc en terminale. Elle a passé sa terminale, et c'est là que, en fait, sa famille d'accueil qui était très bien, ils lui ont dit, en fait, tu peux essayer de faire la prépa. Elle disait, mais c'est quoi la prépa? Mais déjà, même en France, il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est. Ouais. Et en fait, eux, ils connaissaient. En fait, ils l'ont poussée vraiment. Donc, c'est comme ça qu'elle a fait la prépa. Et après, elle a eu le ECP. Et donc, du coup, elle nous a motivés. Elle nous a dit, regardez, les filles, on peut faire ça. Et donc, en fait, je suis venue en France. Je connaissais déjà, mais juste de ma sœur. Ouais, c'est ça. Donc, ta sœur a un peu déblayé le terrain, j'allais dire. Ouais, ok, c'est ça. D'accord. Donc, du coup, vous arrivez en France à 17 ans, c'est ça? Pour votre année terminale. Ouais. Et là, donc, vous arrivez à côté d'Orléans, hein, c'est ça? Alors, moi, je suis arrivée à côté d'Orléans. En fait, c'était un programme NACEL. C'est le programme dans lequel il y avait 50 étudiants du monde entier qui sont arrivés en France. Donc, on était tous à Paris au début. Et donc, ma sœur et moi, on était à Paris. Et après, on était chacune envoyée dans une famille d'accueil différente. Parce que l'objectif du programme, c'était qu'on ne soit pas toutes, qu'on ne soit pas du tout dans les mêmes familles d'accueil pour ne pas parler entre nous. Vraiment avoir une immersion. Immersion totale. Et donc, du coup, pendant 5 jours, on passe 5 jours à Paris, toutes les deux. Et après, on est séparés pendant 1 an. Et en fait, on a pu se voir 2-3 fois dans l'année, mais en fait, c'était hyper dur, la séparation, surtout avec ma sœur. Avec mes parents, bien sûr, c'était très dur parce que voilà, je suis partie pendant 1 an. Je sais que je n'allais pas les revoir pendant 1 an. Ouais, tu les as pas vus du tout pendant 1 an? Je les ai vus finalement une fois. Ma mère est venue une fois, mais je ne pensais pas que je pourrais la voir. Oui. Mais c'est surtout avec ma sœur jumelle, parce qu'on était très très proches. On était toujours ensemble pour tout. On avait les mêmes amis. Enfin, vraiment, c'était hyper dur. Et du coup, là, au bout de 5 jours, on est séparés. Donc, moi, je suis partie à Orléans, à côté d'Orléans, dans un petit village qui s'appelle Trénou. Et elle est partie à côté de Clermont-Ferrand. Ok. Et donc, tu arrives dans un pays que tu connais pas du tout. Tu es même en vacances, tu n'y avais jamais été, j'imagine? Non, je connais pas du tout donc tu connaissais Paris, la Tour Eiffel, bon, ok, soit. En plus, tu n'arrives pas du tout à Paris, à Orléans. Comment tu le vis, tant au niveau linguistique, du coup? Enfin, c'était quoi d'ailleurs ton niveau à peu près en français que du niveau culturel? J'avais un niveau de français acceptable, mais pour parler un petit peu, je comprenais les profs. En fait, les profs, quand ils me parlaient, je comprenais. Par contre, les élèves, je me souviens une petite anecdote. Au début, avec d'autres personnes de l'école, ils me disent, je sais pas. En fait, je ne comprenais pas du tout. Je sais pas, mais contracter quoi. Je ne sais pas contracter. En fait, je comprenais rien au début. C'est ça. C'est la pratique de la vraie langue que tu n'apprends pas dans les cours de Et en fait, autant les profs, je les comprenais un petit peu, voilà, mais autant les élèves, je comprenais rien du tout. Donc en fait, c'était vraiment dur au début. Et surtout la famille d'accueil, en fait, ils parlaient pas du tout autre langue que le français. Donc c'était un peu dur. Oui, parce qu'à l'époque, tu parlais bien anglais, par contre. Oui, je parlais très bien anglais, mais eux, ils parlaient pas du tout. Et donc du coup, c'était le français en permanence. Et au début, je me souviens, j'avais la tête mais lourde comme ça tous les soirs parce que j'accumulais le français toute la journée. Mais au bout d'1 mois ou 2, je dirais que je suis devenue beaucoup plus, plus à l'aise et plus fluide. Voilà.
Ok, et au d'accord. bout de 3-4 mois, j'étais bilingue. Et est-ce que tu étais, la seule dans ce cas-là dans ta classe? Est-ce que les étudiants te regardaient un peu comme un ovni ou... Non, ouais, j'étais vraiment perçue comme un ovni total. Ok. Parce qu'en fait, c'était dans un petit lycée privé à Orléans. Et en fait, il n'y avait pas du tout d'étrangers, en fait. Donc, j'étais la seule. Et c'est vrai qu'il y avait même des élèves qui ne comprenaient pas ce que je faisais là. Enfin, voilà. Ils venaient me voir pour me demander comment ça va et tout. En plus, moi, Mais tu avais l'impression plutôt bienveillant ou curieux? Oui, c'était plutôt bienveillant. Mais il y en avait certains. Enfin, après, c'est terminal. Forcément, il y a des adolescents qui sont plus ou moins gentils. Ouais. Mais il y en avait qui n'étaient pas très bienveillants. Mais en fait, ce qui me sauvait un peu, c'est que je ne comprenais pas tout. Enfin, je ne comprenais quasiment rien de ce qu'ils me disaient. Donc ça, au moins, c'était bien pour ça. Ok, donc bon, oui, c'était voilà, elle est sympa, elle comprend tout ce qu'on dit. Voilà. Mais... Ok. Et niveau cours, je veux dire, c'est quand même pas facile, la terminale. Il y a des matières, j'imagine, la philo, etc. Il faut quand même un vocabulaire très riche. Ouais, au début, c'était très difficile. Je me souviens, la SVT, c'était vraiment la matière où ma première note, c'était 0 sur 20. En fait, je n'ai pas compris un mot de ce qu'il y avait dans... Ok. Et c'était quoi? C'était des trucs genre lithosphère et tout Ouais, c'était des trucs parce que je sais même plus si c'était la... Ouais, je crois que c'était lié au... Peut-être... Je sais même plus à quoi c'était lié, mais c'était vraiment... Ouais, t'as rien compris, quoi. J'ai rien compris. Donc, SVT, c'était vraiment très difficile. Les langues, ça me sauvait parce que j'avais le russe. Donc le russe, c'était une formalité. Donc, c'était facile. Ouais. Voilà. L'anglais, c'était facile parce que c'était ma langue, ma première langue en Lettonie. Donc, c'était très bien aussi. Et après, j'avais l'allemand aussi. J'ai pris allemand en LV3. Donc, pour ça, c'était bien parce que au moins, j'étais à l'aise. Après, les maths, c'était plutôt facile, mais c'était pas la même façon de faire des maths. C'est comment, Alors, en Lettonie, on est beaucoup plus dans la démonstration. On démontre les hypothèses, alors qu'en France, on applique les hypothèses. On est dans l'application. Donc, au début, moi, j'écrivais, par exemple, je sais plus exactement sur ce que c'était, parce que c'était il y a longtemps, mais je me souviens juste que je calculais dans la tête et j'écrivais juste le résultat, parce que ce qui comptait en Lettonie, c'était le résultat. Et la prof me disait, en fait, non, oui, c'est les étapes intermédiaires. Tu dois écrire toutes les étapes intermédiaires, parce que même si le résultat est bon, je peux pas te mettre une bonne note. Et donc, du coup, il y a eu un petit temps d'adaptation, mais ça allait. Mais c'était le plus dur, c'était SVT. Après, c'était l'histoire, parce que l'histoire que j'apprenais en Lettonie n'était pas du tout la même, parce que c'était plus centré sur l'Europe de l'Est, sur la Lettonie, la Russie, etc. Donc, en fait, au début, franchement, c'était hyper dur, le français. L'histoire. Le français, c'était très dur aussi, en fait, parce que j'ai dû passer le bac de français en terminale. Mais c'est marrant, parce que la semaine dernière, j'interrogeais Ruslan, qui lui était tchétchène, et il disait, en fait, paradoxalement, j'étais pas largué sur la culture française, parce que les Russes sont fascinés par la culture française, et les romans de Hugo, de Maupassant, en fait, on les a lus, peut-être même plus que les Français. Je sais pas si tu partages ce sentiment-là. Oui, je partage, parce qu'effectivement, la culture française est très présente dans la culture russe, donc j'avais lu plusieurs livres, et d'ailleurs, le français, c'était pas la matière la plus difficile pour moi, au final, donc ça allait. Mais après, l'histoire, c'était très difficile, la philo, c'était très difficile, et Ouais, c'est ça. Mais en plus, t'as pas passé le bac de français, finalement, du coup? Si, j'ai passé le bac de français en retard, en quelque sorte. Ouais, en retard. Donc, en fait, ce qui était aussi très difficile au début, c'est que je suis arrivée dans le lycée et je suis allée voir la directrice de l'école et je lui ai dit, j'ai envie de passer le bac. Elle m'a dit, mais comment ça, vous allez de passer le bac et vous ne parlez pas français, voilà. Et donc, en fait, j'ai mis 2 mois, elle a mis 2 mois à accepter que je passe le bac, en fait, d'un coup, terminale et première. Ok, donc ça c'est pour toi. Alors j'aurais beaucoup aimé recevoir ta sœur en même temps, ça aurait été assez marrant de confronter vos points de vue, mais du coup tu vas parler pour elle. Est-ce que tu sais comment elle l'a vécu, un peu pareil C'était un peu pareil, elle était vraiment dans un petit lycée, même plus petit, j'étais à Orléans, elle était à côté de Montbrison, donc c'était vraiment... À côté de Saint-Étienne, c'est ça? À côté de Clermont-Ferrand. Ah, de Clermont-Ferrand, okay. Et en fait c'était vraiment c'était encore plus difficile parce qu'elle était vraiment une ovni totale de son école, mais après elle a beaucoup bossé, enfin comme moi en fait, c'est vraiment on se partageait. Vous avez vécu la même histoire à quelques kilomètres de distance. Voilà, on s'appelait 2 fois par semaine, on faisait des longues conversations. En russe du coup. Oui, on débriefait tout de la semaine. Ok, et donc bon, alors ça c'est du côté académique, mais du côté orientation, bon du coup ta grande sœur avait fait du coup j'imagine une prépa avant le ECP, une prépa EC aussi. Est-ce que ça
est-ce que c'est devenu une évidence parce que tu voulais un peu marcher sur les traces de ta sœur, ou est-ce que tu as quand même un peu hésité? J'ai pas beaucoup hésité parce qu'en fait, les prépas ingénieurs, je me disais que c'était pas pour moi, même si j'étais plutôt forte en maths, en chimie, en physique, mais je me voyais moins là-dedans. Et après, la médecine, faire la médecine comme mes parents, en fait, en France, ça nous paraissait compliqué, puis eux, ils nous ont vraiment découragés de faire médecine parce qu'en fait, en Lettonie, c'est pas le même système qu'en France. Et en fait, ils ont pas mal galéré quand ils étaient jeunes médecins et tout, donc ils disaient non, vous faites pas médecine, les filles. Et en fait, du coup, il restait la prépa HEC. J'avais envie de le faire rapidement, en fait, en termes d'orientation. Par contre, ma famille d'accueil, c'était une famille d'accueil où ils ne connaissaient pas du tout la prépa, comme beaucoup de Français, en fait, en France, ils ne connaissaient pas. Donc c'est toi qui leur expliquais, la lettonne qui leur expliquait c'est quoi une prépa. Au début, ils ne comprenaient pas pourquoi je postulais pour un truc qu'ils ne comprenaient pas, voilà. Et ils me disaient surtout, mais en français, tu vas vraiment galérer, tu vas avoir une très mauvaise note, parce qu'en fait, c'est vrai qu'au début, je ne parlais pas français. Donc, en fait, ils se disaient, mais comment tu peux le faire, voilà. Non, mais surtout qu'en fait, je pense que tu t'en rends pas forcément compte, ou peut-être a posteriori, parce que maintenant ça fait longtemps que tu es en France, mais la prépa fait très peur en France. Tu as un peu cette image d'Épinal, que c'est l'enfer, que tu vas pas t'en sortir. Je pense que toi, tu arrivais sans trop d'a priori. Ouais, ça c'est vrai. Si ce n'est que, en fait, tu voulais faire une formation d'excellence, quoi. C'est ça qui te... Ouais. Ok. Et est-ce que si par exemple ta sœur avait fait un autre cursus, est-ce que ça t'aurait influencé? Je pense que oui, je pense qu'on était toutes les deux, on s'influençait beaucoup. En fait, on a décidé de faire la prépa et d'ailleurs on a fait les dossiers qu'on fait à la fin du deuxième trimestre. Ouais. On a fait exactement les mêmes choix de prépa. Et vous aviez à peu près les mêmes notes. C'était quoi d'ailleurs tes notes, grosso modo? Alors le premier trimestre c'était 10, une moyenne de 10 je pense. Tu parles de la prépa ou du lycée? Non, de lycée. De lycée. Et deuxième trimestre c'était 12 ou 13. Et après, j'ai fini avec 16 de moyenne. Mais du coup, c'est... Oui, les dossiers Parcoursup, à l'époque APB, du coup, c'est ça, c'était APB. C'est ça. Ok. C'était, en fait, c'est plutôt centré sur la première, donc toi, tu n'avais pas de dossier. Et du coup, il a gardé que les 2 semestres. Ouais. Ok. Donc, du coup, tu sentais que tu avais une montée en puissance, mais qui n'était pas forcément reflétée dans ton dossier Parcoursup. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, finalement, la meilleure prépa que vous avez, c'est Pierre de Fermat, c'est ça? Oui, c'est Pierre de Fermat. En fait, c'est Pierre de Fermat, c'est la directrice de la prépa. Elle avait pris un risque, clairement, parce qu'elle a vu les dossiers de filles de Lettonie qui ont de bons dossiers, mais pas non plus excellents. Ouais. Et s'est dit, pourquoi pas, je vais tenter. Donc, vraiment, elle s'est dit ça. Et ils aimaient bien les profils un peu atypiques. Et donc, du coup, elle a dit go. Alors, juste aujourd'hui, Pierre de Fermat, il faudrait regarder le dernier classement de Major Prépa. Je ne l'ai pas appris par cœur, même si je l'ai commenté. Mais bon, ça reste quand même une très bonne prépa qui met assez régulièrement des gens à HEC, mais ce n'est pas non plus la norme, en quelque sorte. C'était comment alors, je vais le dire, je vais devoir trahir ton âge, mais du coup, en 2004, c'est ça, tu es rentré en prépa. C'était quoi la réalité de Pierre de Fermat en 2004? Alors, franchement, c'était une très bonne prépa, surtout sur la partie ingénieur. En fait, là, vraiment, ils sont très forts. Mais sur la partie HEC, c'était une bonne prépa quand même. Il y avait beaucoup de classes. On avait 2 classes de 45 personnes. Donc, on avait pas mal d'élèves. Et le niveau était bon. Après, les profs n'étaient pas tous aussi bons les uns que les autres. Mais globalement, c'était une bonne prépa qui intégrait quand même plutôt bien. Oui, nous, à notre année, on était dans notre classe, je crois qu'on était 10 à intégrer HEC quand même. Ah oui. Sur une classe de 40. Donc, c'était quand même... c'est très très bien. Donc, c'était très bien, elle était même un petit peu meilleure à l'époque, je pense. Qu'ils n'ont pas des résultats pareils. Ok. Et est-ce que ça a été envisagé que vous n'intégriez pas la même prépa ou vous vouliez vraiment être ensemble? Alors, on voulait vraiment être ensemble parce que c'était tellement difficile en terminale de ne pas être ensemble, d'être séparés, qu'en fait, pour nous, c'était vraiment le choix numéro 1. Ouais, le critère numéro 1, c'était ça. Peu importe la ville. Parce que du coup, vous vous retrouvez quand même à Toulouse, donc très loin de Clermont, relativement loin de Clermont et assez loin aussi d'Orléans. Est-ce que ça change quelque chose pour vous? De toute façon, vous étiez déjà plus ou moins déracinés. Mais... Alors oui, on était déracinés. Après, Toulouse, c'est une ville très sympa, très ensoleillée. Donc ça c'était vraiment agréable. Et puis l'ambiance dans la prépa qu'on a eue vraiment était excellente. On a plein d'amis maintenant. On a un groupe d'amis de la prépa. On garde vraiment des liens très très forts. Et donc en fait, c'était plutôt bien. Et surtout, on s'est retrouvés enfants alors qu'on était séparés en terminale. Et du coup, c'était vraiment, on a très bien vécu toutes les deux la prépa.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ça t'a donné un boost pas possible. C'est vraiment... Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris quand même quand t'es arrivé en prépa Alors moi, ce qui m'a surpris, je me souviens, c'était à la fin du premier... Enfin, à Noël, je crois, la première année, j'étais genre dans les 5 dernières de la classe. Donc, ça, donc c'était pas gagné, quoi. C'était vraiment pas gagné. Et pourquoi, qu'est-ce qui pêchait c'était tout, par exemple, tout, le thème et la version en anglais-français. Faire thème version anglais-français, c'était hyper dur parce que Mais alors que t'avais 18-19 en anglais en terminale. En terminale, oui, mais c'était pas du tout le même niveau, en fait, qui était exigé. Oui. Et donc, du coup, c'était vraiment compliqué. Vraiment, ça, c'était compliqué. La contraction de texte en français, c'était compliqué. Tout était très compliqué. Et donc, du coup, j'ai dû vraiment travailler comme une folle pour m'améliorer. Voilà. Ok, donc tu sentais que tu devais un peu cravacher. En fait, comment t'expliques ? C'est vraiment la différence de niveau, d'exigence ? Je pense que c'était vraiment pas du tout la même exigence en terminale où en fait il fallait être bon mais pas sans plus. Par contre là en prépa tout de suite le niveau d'exigence est vraiment très élevé et les personnes qui étaient en prépa, mais ça tirait vers le haut je trouve. En fait tout le monde était très très ambitieux, très motivé, très envie d'apprendre. Enfin vraiment c'était une volonté d'apprendre qui était vraiment très bien. Ouais, okay. Donc, et sur les matières vraiment littéraires. Donc l'anglais, on comprend que du coup c'était davantage le français qui te posait problème dans la version LTM. C'est ça. Mais du coup, par exemple les matières à dissertation, est-ce que tu faisais des fautes d'orthographe par exemple ? Non, alors les fautes d'orthographe je n'ai jamais fait et j'en fais toujours pas. Dans aucune langue, je faisais pas. Donc ça allait. Par contre, en histoire, je me souviens une petite anecdote en histoire. J'avais un prof qui souvent cherchait un deuxième sens dans l'énoncé du sujet. Et en fait, moi, que je ne comprenais pas, que je n'arrivais pas à vraiment comprendre. Donc, j'avais toute l'année, la deuxième année de prépa, j'avais toute l'année de 5 sur 20, ou 4 sur 20, ou parfois 6 sur 20. Donc, c'était entre 4 et 6, et il disait sujet non compris. Ouais, parce qu'en fait, tu n'avais pas la richesse de... Ouais, la richesse de langue. Mais en fait, ce n'était pas ce qui était demandé en concours. Finalement, en concours, j'ai eu 15, je crois, à HEC. Ouais, c'était un prof qui était vraiment très à cheval sur ça. Voilà. Donc, du coup, c'était compliqué. Mais par contre, le russe, par exemple, parce que j'ai pris des cours de russe avec une prof, et c'était très marrant. Au début, on est arrivés donc avec ma sœur, il y avait 2-3 autres personnes qui parlaient russe. Et en fait, on est arrivés ensemble à un cours de russe. Et la prof, en fait, elle commence à nous parler. Elle voit qu'en fait, on est russophone. Et en fait, elle parlait bien russe, mais pas aussi bien que vous, quoi. Donc, en fait, c'était marrant. Elle nous a dit, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais arrêter de parler russe parce que ça sert à rien de me ridiculiser. Je vais plutôt vous donner des cours de français. Et donc, elle nous a appris à bien faire les Mais du coup, les autres qui étaient dans la classe, en fait, c'était que des russophones. Donc, en fait, était tous... il y avait 4 ou 5 personnes. Oui, mais c'est souvent ça, en fait. Voilà. Mais il y en a quand même quelques-uns. J'ai un ami qui a fini HEC, d'ailleurs, qui a appris russe, alors qu'il n'est pas du tout russe, et qui s'est plutôt bien débrouillé. Mais c'est vrai que, notamment à l'oral, quand tu vas dans les écoles, clairement, les correcteurs font la différence entre les natifs et puis ceux qui ont fait l'effort d'apprendre une langue. Bon, le russe, encore, ça reste relativement accessible, mais le chinois, typiquement, c'est une autre paire de manches quand t'as jamais fait de chinois avant, quoi. Ok. Et est-ce que... la question va paraître bizarre, mais tu parlais d'ovnis tout à l'heure. Est-ce que vous aviez l'impression d'être un peu des ovnis dans le sens où t'as quand même 2 jumelles, déjà c'est quand même pas banal, qui parlent en français avec un accent assez fort, qui sont en plus plutôt, qui montent en puissance et qui après sont plutôt fortes. Est-ce que vous avez le sentiment d'être un peu à part dans la prépa ou totalement intégré ? On était à part, mais en même temps intégré. En fait, c'est ça qui était bien, parce qu'en fait, on était à part clairement, parce que oui, deux jumelles lettonnes. D'ailleurs, on nous appelait souvent les jumelles lettonnes. Et même les profs. Et les gens vous confondaient physiquement, vous êtes un peu. Physiquement, on se ressemble beaucoup. Donc en fait, les profs, les profs, ils ne savaient pas du tout si c'était Julia ou si c'était Svetlana. Donc en fait, ils disaient jumelles lettonnes. Vous aviez la même moyenne, les mêmes notes, c'est pareil. Voilà. Okay. Et en fait, d'ailleurs, notre anecdote, pour avoir HEC, en fait, on a eu 0,01% de différence de notes, d'écart de global. Notes au global à l'écrit. Ah, c'est exceptionnel. Mais après, on n'avait pas exactement les mêmes notes dans les mêmes matières, mais en cumulé, globalement, vraiment, vous êtes arrivé, c'était vraiment... Okay. Voilà. Bon, on reviendra là-dessus, mais alors, c'est parce que sinon, je vais perdre le fil. Non, j'avais une autre question intéressante à te poser. Donc, j'ai dit effectivement que tu étais en prépa en 2004, c'est ça, donc j'ai envie de dire ça fait un moment, mais ce serait presque une insulte, donc je vais pas me permettre. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que en fait, j'interroge beaucoup de gens qui sont sortis de la prépa en 2015, 2016, et je voulais savoir,
qu'est-ce que ça fait, tu vois, une prépa où en fait, t'as pas beaucoup de ressources sur Internet, t'as pas un smartphone tout le temps à portée de main, t'as pas tout le monde qui pianote sur des ordinateurs, tout le monde prend ses cours à la main. Est-ce que t'as l'impression, alors je sais pas si t'as encore un écho très fort de ce qu'est la prépa aujourd'hui, mais est-ce que t'as l'impression que c'était un peu différent dans l'approche, notamment des matières très vivantes comme la géopolitique, il y avait moins de ressources aussi, il y avait pas major prépa. Est-ce que c'était différent à ton avis? Je pense que c'était différent. Je pense qu'en fait, sur certaines matières, en fait, on n'a pas besoin d'avoir Internet, etc. Les maths, ça bouge pas. Les maths, les langues, et encore les langues, oui, il y a de la civique quand même. Oui, mais globalement, on était très, très concentrés uniquement sur les études. Je me souviens, je me levais à 7h du matin et je travaillais jusqu'à 23h. À 23h, je me couchais. Je n'avais pas la télé, je n'avais pas tout ça, en fait, ce que je peux faire aujourd'hui sur mon téléphone, etc. Mais par contre, je pense que sur la géopolitique, notamment, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça doit être beaucoup plus riche parce qu'en fait, on apprenait des choses qui nous étaient apprises par les professeurs, mais c'est tout. Oui, c'est ça, c'est plus figé. Ouais, ok. Ouais. Mais bon, après, je te rassure, sur le côté vraiment bosser un petit peu tout le temps, ça n'a pas trop bougé. Et tu disais quand même que t'as pas mal vécu ta prépa, pourtant tu travaillais quand même ardemment, on le comprend bien. Bon, ça, pour le coup, ça n'a pas trop changé par rapport à la prépa d'aujourd'hui. Mais est-ce que dans ton optique, c'était vraiment la finalité de la prépa, c'est intégrer la meilleure école possible, et d'ailleurs un peu HEC ou rien? Ou est-ce que tu voyais aussi un peu ce côté émulation intellectuelle, j'apprends plein de trucs, c'est très riche? En fait, je dirais que c'était vraiment les deux. Donc, j'avais envie d'intégrer la meilleure école possible. Après, c'était pas HEC Orient, mais j'avais envie quand même d'intégrer une bonne école. Après, franchement, c'était tellement riche pour moi personnellement d'apprendre tellement de choses, d'être hyper structurée, d'être toujours challengée, d'aller vers toujours m'améliorer, que je dirais que c'était vraiment moitié-moitié en fait. Mmh. Et comment tu expliques du coup cette montée en puissance? Alors on va venir à tes concours après, mais je comprends bien, ça s'est pas très bien passé niveau notes au début, donc j'imagine qu'après c'était un peu mieux. Est-ce que tu as l'impression que tu avais plus de potentiel dans le sens où tu partais de plus loin et donc tu pouvais plus progresser? Comment tu expliques cette progression? Ouais, je pense que c'est sûr que je partais de plus loin parce que j'avais juste une année en France, donc j'avais du retard à rattraper. Et aussi, je pense qu'au début, je me suis pas rendu compte à quel point c'était vraiment exigeant la prépa. Et en fait, le premier trimestre, je pense que j'étais un peu loin de ça et un peu naïvement, je pensais que ça allait se passer tout seul, voilà. Donc je travaillais un peu moins, voilà. Et après, à la fin du premier trimestre, quand j'ai vu ma note moyenne, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, ah non, mais là, il faut vraiment que je bosse à fond. Et donc là, je me suis mise vraiment à travailler beaucoup. Et j'avais du potentiel parce qu'en fait, au début, il y avait plein de matières sur lesquelles je pouvais progresser. Et tes parents, ils comprenaient un peu ce qui se passait? Alors, ils avaient déjà vécu ça avec ta sœur, mais je veux dire, la prépa, déjà que c'est bizarre en France, mais j'imagine en Lettonie, c'est encore plus hors sol. Ouais, en fait, mes parents, déjà, ils sont médecins, donc ils connaissent rien dans le business. Et en plus, ils comprenaient vraiment un tout petit peu ce qu'on faisait, mais de loin. Donc, en fait, pour eux, on faisait un truc bien parce qu'on leur disait que c'était bien, mais c'est tout. Ok, vous travaillez beaucoup, mais même HEC et SEC, ESCP, j'imagine que ça leur passait... Ils ne connaissaient pas du tout, ils connaissaient pas du tout. Okay. Tous leurs amis, personne ne connaît ça en Lettonie, en fait. Ok, bon, alors je vais demander un petit effort de mémoire sur les concours en particulier. C'est une période assez dense, et parfois on a un peu tendance à l'oublier, c'est peut-être la mémoire sélective. Est-ce que tu te rappelles un peu de tes concours, comment ça s'est passé concrètement, où est-ce que tu les as passés? Je sais pas, est-ce que tu as bien réussi, mal réussi? Ouais, je pense qu'à l'écrit, j'ai très bien réussi, en fait. C'était à Toulouse, en fait. J'étais dans mon lycée, donc ça, c'était bien quand même. T'étais à l'internat aussi ou J'étais dans une résidence pour filles. D'accord. Donc, l'internat, c'était pour les garçons et il y avait un internat pour filles. Okay. Donc, j'étais avec ma sœur. Et c'était... j'ai passé tous mes concours. Je dirais que je pense que j'ai assez bien réussi. En fait, j'ai réussi à bien gérer le stress. Je ne sais pas comment, d'ailleurs, mais à mettre un peu de côté cette pression parce que je n'avais pas de pression. T'étais stressée de nature? Non, je ne suis pas... un peu stressée, mais pas plus que ça. Mais je pense que aussi ce qui m'a aidée, c'est que je n'avais pas du tout la pression familiale de réussir, en fait. Parce que mes parents, ils connaissaient rien. Donc, en fait, quoi que je fasse, c'était bien pour eux. Oui. Donc, et ça m'a vraiment enlevé un poids. Et du coup, j'ai pu vraiment m'exprimer pleinement pendant les écrits. Ok. Et est-ce que c'est un peu le même son de cloche pour ta sœur?
Oui, pour ma sœur, c'était exactement la même chose. Je pense qu'elle, elle était encore plus bosseuse que moi. Ouais. Et du coup, elle était un peu plus sérieuse. Donc, du coup, elle l'a pris de façon un peu plus sérieuse. Mais ça s'est très bien passé, les écrits. En fait, on s'entraidait énormément aussi avec ma sœur. Par exemple, on parlait... Enfin, c'était un peu ridicule, mais on parlait anglais entre nous pour entretenir le côté anglais. Voilà. Okay. Donc, en fait, on s'aidait énormément. En fait, dès que l'une était un peu moins forte dans une matière, tout de suite l'autre aidait. En fait, on habitait ensemble. Vous travailliez vraiment beaucoup ensemble, même avant les concours. C'était tout le temps. Tout le temps ensemble. Ok. Et alors là, je vais demander un gros effort de mémoire. Est-ce que tu te rappelles un peu de tes notes, de tes moyennes? Alors, je pense que je crois que j'ai une moyenne de 14, 90, quelque chose comme ça à l'écrit. La barre, c'était à l'époque, je crois, 14... Enfin, c'est toujours le cas, d'ailleurs, un peu plus de 14, je crois. Grosso modo, 14, 10, 14, 20, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, peut-être. Ça, je me rappelle plus du tout. Et à l'époque, il y avait 380 admis HEC et désormais 400. Donc juste pour, d'accord, ok. Et je pense que j'étais à peu près dans les 100 premières après les écrits. Donc j'étais ou peut-être un peu après, mais dans les 150 premiers, je dirais, après les écrits. Ouais, t'as eu un bon 15 à mon avis, du coup, je pense. Ouais, peut-être. Je pense que j'ai eu en dessous, mais juste en dessous de 15. Et en fait, dans les matières, c'était assez différent. Mais bon, le russe, l'anglais, c'était sûr que c'était des langues donc ça y est, la version et le thème, ça y est, t'avais réussi. Voilà, oui, c'est bon, j'ai compris. Parce qu'en russe, c'est pareil, tu devais bien traduire en français. Mais ça, j'avais bien compris comment faire. Les maths, c'était ma matière forte, vraiment. Donc, du coup, les maths, ça allait. Et après, c'était la philo, c'était moyen. La contraction de texte, c'était moyen. Enfin, c'était peut-être, j'avais 10, 11. Et en histoire, j'ai très bien réussi à HEC, mais je n'avais pas réussi partout pareil. Parce que ce n'était pas les mêmes concours. Ok. Et donc, tu disais, ta sœur a eu à peu près la même moyenne? Ouais, ma sœur, elle était plus forte en philo que moi. Et en maths, elle était à peu près comme moi, mais je crois qu'elle a un peu moins bien réussi à HEC, mais peut-être un peu plus dans d'autres... Mais on était vraiment les mêmes, on était exactement la même chose sur les langues, on était toutes les deux pareilles, en histoire, on était toutes les deux pareilles, voilà. Ok, et est-ce que ça va être marrant, est-ce que tu te rappelles du sujet de l'année en culture générale? Ou pas du tout? J'aurais pu regarder. Ouais, la justice. C'était la justice. Ouais. Et tu te rappelles du sujet ou là, c'est trop loin? Non, c'était trop loin. On regardera. Je le mettrai en commentaire sur la vidéo YouTube. Mais maintenant, c'est aimer le thème cette année si tu veux tout savoir. Mais c'est vrai que c'est marrant. Les sujets avaient tendance à être un peu plus peut-être proches de la philosophie classique de terminale en fait. Et maintenant, tu vois, le thème de l'année c'était l'animal par exemple. Donc c'est quand même c'est autre chose que la justice quoi. Ok. Bon bah c'est intéressant de savoir ça. Ok. Et donc du coup, quand vous découvrez du coup vos résultats d'admissibilité, est-ce que vous êtes surprise, pas surprise, contente, pas contente? On était vraiment très très heureuse. Je me souviens, on allait dans un café internet parce qu'à l'époque on n'avait pas internet. Ouais, c'est vrai. Comment regarder ces résultats? Ouais, en fait, ça se faisait quand même sur internet, mais du coup, nous on allait, on n'avait pas d'ordi, donc du coup nous on allait dans un internet café à côté dans la rue, et donc du coup on mettait à jour la page, et puis après on a vu qu'on était toutes les deux admises. Et en fait moi, en plus l'avantage pour moi, c'est que j'avais rencontré mon mari, maintenant qui est mon mari, je dis en prépa, et lui aussi il a eu HEC. Et donc du coup j'ai eu HEC avec ma sœur et mon mari, enfin mon copain. Ah oui, et ton copain de l'époque quoi. Qui est désormais ton mari quoi. Ouais, donc la vie était super belle quoi. Alors admise, petit abus de langage, c'était surtout admissible, parce que à HEC, plus de la moitié des coefs c'est à l'oral, donc c'est pas encore gagné, même quand tu es dans le top 150 d'ailleurs, c'est un peu chaud. Est-ce que tu te rappelles au-delà d'HEC, même tes oraux de manière générale? Qu'est-ce que tu as fait comme école? Alors moi, on n'a pas passé des grilles-com, on a passé juste le HEC, ESSEC, ECP à l'oral. On a juste les trois parisiennes, trois parisiennes. Okay. Parce que comme on était bien classé à l'écrit, et comme je savais qu'à l'oral, il y avait l'anglais, pas HEC, mais c'était le ECP, par exemple, il y avait l'anglais, le russe. Ouais, l'entretien, c'était déjà assez facile pour moi. Okay. Donc en fait, voilà. Tu savais que tu aurais une parisienne, quoi. Ouais, que j'aurais une parisienne. Et en fait, les oraux, ça s'est très bien passé partout, parce qu'en fait, nous, comme on passait le russe, on passait en décalé avec les personnes de notre prépa. Oui. Et on était à l'ESSEC, je me souviens, on était dans les premières. Et en fait, à chaque fois, le russe, c'était facile. Enfin, j'ai eu 19 ou 18 ou 19, anglais aussi. Et puis l'entretien, ça se passait bien aussi. Oui, puis tu as vraiment un truc à raconter pour le coup. Oui, voilà, c'était assez facile. Mais par contre, à HEC, en fait, je me souviens, le face-à-face, c'était... en fait, je ne sais pas pourquoi, mais
en fait, je me suis retrouvée face à mon mari, enfin à mon copain, ouais face à face. Attends, le face à face, c'est ce qu'on appelle désormais le triptyque, c'est ça? Où tu dois débattre d'un sujet. Voilà. Ouais, c'est ça qui s'appelait le face à face à Maurice, parce que tu vois, les termes ont un peu changé. Bon, enfin, grosso modo, l'épreuve, c'est tu discutes d'un sujet, tu dois débattre. Et il y a des observateurs. Et donc, les observateurs, c'était des amis à nous. Enfin, vous étiez tous de la même prépa? Tous de la même prépa. Et en face de moi, il y avait mon mari. Heureusement, il n'y avait pas ma sœur. Ah ouais, mais c'est horrible parce que c'est vrai que t'es en concurrence avec des gens qui t'as bossé. C'était pas évident, mais moi j'ai bien réussi. Lui, il a un peu moins bien réussi. Mais tu te rappelles du sujet ou pas? Non, c'est trop loin. Ah non, je me sais. Tu saurais plus dire. Ouais. Non. Ok. Et donc, mais t'étais stressée pour lui aussi, j'imagine. Ouais, j'étais stressée. Enfin, surtout, j'étais pas du tout à l'aise. Enfin, c'est parler face à mon mari, voilà. Enfin, pas mon copain. Ouais, non, mais c'est ça. Enfin, en plus, enfin, la discussion est pas anodine, quoi. C'est quand même, c'est pas un oral blanc, quoi. C'est tu joues un petit peu, enfin, pas ta vie, mais tu joues les portes de jouer en Josas, quoi. Bien sûr. Ok. Et donc, bon, globalement, en fait, ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Et à l'issue des oraux, tu savais que tu serais admis à HEC plutôt, quand même. Je savais, franchement, je savais pas. À la fin de l'ECP, je savais que j'allais être admise. Et d'ailleurs, j'étais dans les premières à l'ECP, voilà, parce que c'était vraiment, j'ai vraiment très bien réussi. À HEC, je savais pas, mais en fait, j'ai été admise. Je crois que j'étais dans les 200. Enfin, ça allait. Je n'ai pas perdu trop de place. Ok. Et du coup, pour ton mari et ta sœur, c'est un peu pareil. Ma sœur, elle a progressé même, je crois, après les oraux. Donc, elle les a vraiment très, très bien réussi, mieux que moi. Et mon mari, par contre, il n'a pas trop réussi, mais il était admis quand même, heureusement, mais il a perdu. Il était 40e à la fin des écrits et 340 à la fin des oraux. Oui. Donc, il a perdu 300 places, mais il a été admis. Donc, donc c'est l'essentiel. Bon, heureusement qu'il a bien réussi ses écrits. Quoi. Comme quoi, HEC, c'est vrai que c'est sans pitié, pour le coup, y compris l'oral. Et du coup, c'est un peu la question qui fait écho à ce que je disais en introduction. Enfin, c'est une histoire incroyable. Tu vois, t'as 2 sœurs à Toulouse qui ont HEC, en plus avec ton mari, si tu rajoutes, ça sert à... c'était quoi ton sentiment à la fin? Est-ce que c'était un peu un sentiment d'accomplissement, de ok, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pas commencé à prendre des cours de français à 14 ans pour me retrouver 7 ans plus tard sans rien, j'ai HEC, c'était quoi ton sentiment? Ouais, c'était un sentiment de fierté, d'accomplissement, mais aussi un sentiment d'avoir réalisé quelque chose pour moi personnellement, parce qu'en fait, j'ai tellement appris en prépa, je trouve que c'est tellement utile. Maintenant, avec des années après, je me dis encore, mais c'est heureusement que la prépa existe, parce qu'en fait, ça permet de structurer, vraiment d'être hyper structuré, d'aller vers un but, d'avoir un objectif. Enfin, c'est vraiment très bien. Donc, en fait, je pense que c'était un accomplissement personnel pour moi. Ouais, bah c'est une question que j'aime bien poser, et je trouve que c'est d'autant plus intéressant pour toi, parce que tu as le recul un petit peu sur la prépa. Oui, c'est ça, c'était il y a une quinzaine d'années pour toi, quoi. Ouais. Évidemment, bon, j'imagine que tu n'es plus en train d'inverser des matrices ou de prouver des théorèmes de bijection, voilà, mais en fait, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement, toi qui as fait vraiment tout le cursus et qui a déjà, on pourrait y revenir, une carrière assez riche quand même. Tu disais ce côté structuré, le côté, est-ce que c'est utile aussi de faire de la philo, de faire de la géopo selon toi? Comment tu perçois ça a posteriori? Je pense que ça permet d'ouvrir les horizons, parce qu'en fait la philo, on n'en fait pas tout le temps, partout, dans d'autres universités. Et donc en fait le fait de faire de la philo, ça ouvre les horizons, ça ouvre culturellement, c'est très intéressant, et surtout ça apprend en fait à aller vers un objectif, d'avoir un objectif et d'aller vers cet objectif. Et là, la prépa, pour ça, c'est vraiment très bien, parce qu'il y a un objectif commun de réussir la prépa, d'aller dans une bonne école, et on a 2 ans pour y arriver. Ouais, c'est ça, c'est objectif un peu long terme, mais ambitieux. Donc ça forme vraiment le caractère. Et je trouve que la prépa, pour ça, c'est vraiment unique. On pourra y revenir sur la dernière partie, mais on va peut-être parler un peu d'HEC aussi quand même. Donc tu l'as intégré en 2006, HEC, c'est ça? Je sais pas, c'est quoi tes premières impressions, et c'était comment un peu l'ambiance sur le campus en 2006? Alors moi j'ai vécu sur le campus tout le temps, donc j'étais vraiment interne sur le campus, et vraiment très bien. J'ai passé des super années, et en fait ce qui est le plus riche, le plus utile pour moi, je trouve, de HEC, c'est surtout toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec qui je suis toujours amie aujourd'hui, amies ou des collègues ou juste des connaissances. Et en fait c'est tellement riche, et en fait il y a des personnes tellement
brillante et tellement intéressante. Et ça, je trouve que c'est vraiment unique. Et donc, pour ça, je dirais que c'est vraiment ça que je retiens le plus de HEC. Après, j'ai fait des matières aussi très diverses, mais bon, ça, c'est partout pareil. Et je pense que j'ai fait plutôt un parcours finance à HEC, donc major finance à HEC. Mais je dirais que vraiment, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette richesse. Et donc, j'ai fait des associations. Ma sœur, par exemple, ma sœur jumelle, elle a fait JE, donc JE Entreprise, ouais, c'est ça. Voilà. Moi, j'ai fait Halluciné, c'est un club de cinéma et club d'équitation. Donc, on a fait des trucs complètement différents. Mais, et vous n'étiez pas tout le temps ensemble sur le campus? Non, sur le campus, non. C'est un peu... chacune un peu a construit son parcours. Pour le coup, c'est un peu... Les gens ne vous identifiez pas comme les jumelles? Un petit peu, mais un peu moins. Un peu moins. En prépa, c'était vraiment les jumelles. Et voilà, on n'avait pas de prénom. Et là, vous êtes dissociés? Et là, on s'est dissociés. On a chacune... Voilà, moi, j'avais mon copain. Elle a rencontré son mari aussi à HEC. Elle a fait la JE. Enfin, on s'est un peu éloignés, mais on habitait quand même ensemble, enfin, à côté. Donc, on se voyait tout le temps. Oui, c'est ça. De toute façon, c'était sur les bâtiments à jouer en Josas. Oui, voilà, les fameux bâtiments qui valent ce qu'ils valent. Mais et encore à l'époque, je pense qu'ils étaient un peu... Enfin, le problème, c'est que maintenant, ils sont un peu vétustes. Enfin, pas vétustes, mais un peu plus vieux, quoi. Disons qu'en 2006, ça devait être un peu... Et donc, en fait, je dirais que j'ai très bien vécu à HEC, mais j'avais quand même envie d'en sortir parce que j'avais envie de commencer à travailler, d'être indépendante. Donc ça, il y avait ce sentiment-là qui était très fort pour moi. Mais par contre, les années étudiantes, c'est vraiment des très belles années. Ok. Et tes parents, depuis la Lettonie, est-ce qu'ils ont compris que c'était un peu un truc de dingue ou ils savent parce qu'on leur dit, mais en fait, en soi, ils savent pas plus que ça, en fait. Ok. Donc plutôt parcours finance, c'est ça, ce que tu disais. Et en fait, qu'est-ce qui se passe alors, je crois que tu intègres la BNP, c'est ça? Oui, alors j'ai intégré la BNP en 2010. Donc juste à la sortie d'HEC, c'est ça? La sortie d'HEC, inspection générale. Ensuite, j'ai fait 5 ans en conseil en stratégie. Et après, j'ai fait 4 ans chez un assureur. Donc, j'ai fait des grands groupes en stratégie, en finance et en conseil. Et depuis 1 an, j'ai décidé de changer un peu la voie et aller vers... là, je suis dans une start-up en software. Donc, ça s'appelle Software Club. Et donc, c'est aussi... Ça, je pense que c'est parce que j'ai fait la prépa, parce que je sais m'adapter, que je me suis dit, en fait, j'ai envie de changer complètement. Et je me suis lancée. Alors justement, ça m'interpelle, je voulais te poser une question par rapport à ça, parce que c'est très intéressant aussi, donc tu étais au BCG, je crois, également. Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu l'autoroute du succès à HEC, où en fait, tu fais une bonne prépa, t'intègres HEC, puis ensuite tu vas soit en banque d'affaires, soit en conseiller en stratégie, c'est quelque chose d'assez classique, en même temps c'est de très reconnu, objectivement. Est-ce que juste intrinsèquement ça t'intéressait beaucoup, ou est-ce que c'était vraiment pour toi un peu un marqueur de réussite et tu voulais aussi te prouver ça? C'était un peu les deux. À vrai dire, ça m'intéressait, mais il y avait un marqueur de réussite. J'avais envie de faire quelque chose qui allait être bien pour mon CV, etc. Donc dans les 10 premières années de ma vie, j'ai fait ça. Et après, je me suis dit, allez, maintenant, c'est maintenant ou jamais, où je peux tenter quelque chose de complètement nouveau. Ouais, et là aussi, alors je dirais pas classique, loin de là, mais ce côté un peu, ok, j'ai la trentaine, j'ai envie de me lancer un nouveau défi. J'ai l'impression que c'est très fréquent aussi à HEC, chez ces personnes qui ont justement un parcours comme ça très excellent, en fait, tout simplement. C'est quoi la petite étincelle qui a fait que tu t'es dit, en fait, non, je vais sortir de l'autoroute et aller dans un truc un peu plus aventureux? Je pense que c'était à la fin du BCG, je suis allée en assurance parce que j'ai eu un enfant. Donc BCG, c'est le conseiller en strat, c'est le meilleur, un cabinet le plus prestigieux en conseil en strat, quoi. Pour préciser pour les prépas qui ne connaissent pas forcément. Et en fait, j'ai eu mon enfant, mon premier enfant, deuxième enfant en assurance, et j'avais envie, je sentais déjà que j'avais envie de tenter autre chose. Et je dirais que je pense que le revirement de situation, ça s'est passé à peu près il y a 1 an et demi. Je me suis dit, en fait, vraiment, maintenant, j'ai des enfants en bas âge, il faut que j'essaie maintenant parce que c'est pas dans 10 ans que je vais me lancer, en fait. Ok. Et du coup, ton quotidien a changé du tout au tout, j'imagine. C'est quoi, ça a pas mal changé. Déjà, je suis dans une petite société. Je suis la numéro 2 de la boîte. On est vraiment. Vous êtes combien là? On est une vingtaine de personnes, donc on est très petit en fait. Par rapport au grand groupe que j'ai fait auparavant, ça n'a rien à voir. Ça a pas mal changé mon quotidien et surtout, ça a pas mal changé aussi le secteur dans lequel je travaille parce que là, c'est le software. Donc voilà, tout a
pas mal changé, mais je suis hyper contente. Et c'est surtout une entreprise hyper internationale. On a plein d'étrangers. Donc, du coup, ça me correspond bien aussi. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu as le sentiment que justement ton parcours, alors la prépa, HEC, et puis même aussi tes expériences professionnelles intérieures, est-ce que tu as le sentiment que ça t'a donné le bagage suffisant ou est-ce que quand même là tu dois un peu cravacher et te mettre à niveau? Je dois toujours cravacher pour me mettre à niveau. Ça, c'est toujours, et je pense que ça, mais ça, c'est de ma nature. Mais je pense que oui, j'ai eu un bagage très, très riche pour la prépa, HEC, puis toutes les grosses boîtes que j'ai faites. Je me considère comme chanceuse, clairement, d'avoir tout ça. Ok. Et puisqu'on a parlé de ta sœur pendant tout l'entretien, est-ce que tu peux nous faire un petit update aussi sur la carrière de ta sœur? Alors, ma sœur, elle est partie à Londres tout de suite après. Elle a aussi fait majeure finance. On a fait toutes les deux majeure finance. Donc il y a quand même un petit peu... on s'est dissociés, voilà. Mais bon. Ouais, mais pas complètement. Okay. Et en fait, elle est partie d'abord en private equity et maintenant, elle est toujours en private equity. Donc, depuis 11 ans maintenant qu'elle travaille. Et donc là, elle travaille pour le fonds souverain de Singapour à Londres. Okay. Donc, ça se passe très bien, mais elle est vraiment très, très spécialisée finance, private equity, infrastructure. Ouais, d'accord. Private equity, moi je vois ce que c'est, mais peut-être pour les prépas est-ce que tu peux expliquer en 2 secondes? Alors oui, private equity, c'est donc en fait, elle investit elle-même, elle investit l'argent du fonds souverain de Singapour dans les sociétés privées, donc non cotées, donc en private equity, et après elle suit les sociétés pour qu'ils s'améliorent opérationnellement, et après elle sort de ces sociétés, ils les revendent plus cher. Ok. J'ai encore 2 questions à te poser. Je pense qu'on a déjà dit énormément de choses, mais déjà la première, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans 3-4 ans? C'est quoi tes objectifs personnels, professionnels? Comment tu te vois dans 3-4 ans? Alors, j'ai envie de vraiment réussir la start-up que j'ai commencée. J'ai vraiment envie que ça aille, que ça grandisse, qu'on scale, qu'on devienne une PME, puis même peut-être une plus grosse société. Donc, je dirais, on peut me souhaiter de bon sens succès professionnel. Du succès professionnel. Okay. Et après, d'un point de vue personnel, j'ai déjà une vie très, très bien, en fait. Que ça continue comme ça. Que ça continue comme ça, que ça ne change pas. J'ai 2 enfants, très bonne santé, très mignons, j'ai mon mari, donc voilà, j'ai envie que ça continue comme ça. Et je dirais peut-être le seul point où je suis un tout petit peu frustrée, c'est qu'avec ma sœur, on n'est pas ensemble. Enfin, elle est à Londres, moi je suis à Paris. En plus avec Covid, c'était un peu compliqué de se voir. Donc voilà, donc c'est le seul point où je vois dans ma vie perso où j'ai envie de l'avoir plus. Et oui, tes parents qui sont toujours en Lettonie, du coup, c'est ça? Oui, mes parents sont en Lettonie, mais ils viennent régulièrement en France. Donc, ok. Voilà. Ouais, donc ça va. Ok, donc ça c'est le regard vers le futur et le regard vers le passé cette fois-ci. Quand tu vois ton parcours rétrospectivement qui est atypique, je pense que c'est le minimum qu'on puisse dire. Est-ce que tu referais tout pareil? Est-ce que tu changerais des choses? Franchement, je pense que je referais tout pareil. Surtout le début. Après, la carrière, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a toujours plein de chemins différents. Mais je dirais jusqu'à la fin de HEC, je suis vraiment très, très contente de mon parcours et je pense que je peux le souhaiter à plein d'autres personnes qui nous regardent ce soir. Parfait. Ce soir ou ce matin, parce que là, on est en direct, effectivement, c'est le soir. Mais en fait, comme c'est une vidéo sur YouTube, les gens pourront regarder un peu comme ils veulent. Et voilà, c'était ma dernière question. Merci énormément, Julia, pour toutes tes réponses. Merci, Dimitri.